Bonjour Myriam. Bonjour Rachid. Les morts sur les routes explosent au Maroc, malheureusement. Mais il y a des réformes qui sont envisagées. Quelles sont-elles, ces réformes, pour augmenter la sécurité et préserver surtout la vie ? On va commencer avec un nombre important. 3324, c'est le nombre de morts sur les routes marocaines entre janvier et septembre. Un nombre qui glace le sang et qui a été partagé lors de la 15e session du conseil d'administration de la NARSA et relayé par Aujourd'hui le Maroc. Un nombre qui traduit une augmentation brutale de 24% par an. Et pourtant, le réseau s'étend, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Alors pourquoi la violence des accidents grimpe-t-elle encore ? Et les raisons sont multiples, comportements dangereux, manque de contrôle, saturation des axes périurbains, des vies perdues et un pays qui doit changer de route pour changer son destin routier. Justement, pour Abdessamad Kayoh, le ministre du Transport, le problème n'est plus marginal, il est systémique. Dans tel quel, il dit qu'une des causes premières selon lui est simple et profonde. Le Maroc manque de transport public fiable et tant que l'unique alternative reste la voiture individuelle, les routes resteront saturées et dangereuses. Les accidents continueront d'exploser. Le ministre appelle aussi à mettre à niveau les infrastructures routières, notamment dans les zones urbaines et périurbaines où la voirie ne suit plus le rythme de l'urbanisation. Et il va même plus loin, le contrôle routier ne suffit plus. La coordination après accident est trop faible, juge-t-il, et le numérique insuffisamment utilisé. Sa conclusion est sans détour, il ne s'agit pas de corriger le modèle, il faut le changer. Et face à ce diagnostic, la NARSA amorce une transformation. Les Échos détaillent un nouveau cycle stratégique articulé autour de 3 études majeures. Un plan d'action 2026-2030 aligné sur les standards internationaux, un repositionnement de la NARSA comme chef d'orchestre national et une accélération de la transformation numérique pour fiabiliser les données et mieux cibler les usagers les plus exposés, en particulier les conducteurs des deux roues. Mais la sécurité routière se joue aussi sur la route elle-même. Et Maroc Diplomatique rappelle que l'autoroute El Barché, tout juste inaugurée, s'inscrit dans cette logique. 30 km conçus pour désengorger le Grand Casablanca et détourner une partie du trafic de transit, notamment celui qui saturerait l'accès à l'aéroport Mohamed V. L'objectif n'est pas seulement de fluidifier, c'est de sécuriser, car une route qui absorbe, qui protège et qui prépare l'avenir est essentielle. Et parce qu'une mobilité plus sûre commence aussi par des voiries mieux pensées. La presse s'intéresse aussi aux villes africaines avec un classement des villes africaines les plus attractives. Et on peut se demander aujourd'hui qu'est-ce qui fait l'attractivité justement d'une ville africaine. Et c'est à cette question que tente de répondre Jeune Afrique avec son nouveau palmarès des 30 villes les plus attractives du continent réalisé avec le cabinet Sagacity Research. En tête, le Caire, Kigali et Nairobi, 3 villes où investissement, gouvernance et stratégie urbaine convergent pour créer un environnement perçu comme dynamique et moderne par leurs habitants. Et dans ce palmarès, un fait marquant, 3 villes marocaines figurent dans le top 10. Casablanca occupe la 4e place, portée par ses réformes de gouvernance urbaine. Rabat suit à la 5e place, apprécié pour son cadre de vie et sa cohérence urbaine. Et Tanger ferme ce trio marocain en 10e position, confirmant son ascension grâce à sa logistique, son port et sa connectivité internationale. 3 villes dans les 10 premières, le Maroc s'impose ainsi comme l'un des pôles urbains les plus solides du continent. Mais si certaines métropoles grimpent, d'autres décrochent. Selon Sénéweb, Dakar en est l'exemple le plus frappant, une chute de la 12e place à la 23e place. Les raisons sont sévères, les difficultés budgétaires du Sénégal, la révélation d'une dette cachée représentant près de 120% du PIB, la dégradation de la notation financière et un jugement très critique des habitants eux-mêmes. Dakar est désormais parmi les plus mal classés en emploi, entreprises et aussi en investissement étranger. Mais au-delà des classements, une autre question se pose. Qu'attendent réellement les Africains de leur ville ? La réflexion de l'architecte et ancien ministre de l'Habitat du Bénin, Luc Niagacha, relayée par Nation Bénin, apporte une réponse moins statistique et plus humaine. Dans des extraits d'une prochaine publication qu'il signera, il dit que l'Afrique vit sa plus grande transition urbaine. En 2050, il y aura 1 milliard de nouveaux citadins. Son appel est clair, repenser la ville africaine depuis ses habitants, son économie populaire et surtout ses liens avec ses arrière-pays. Parce que l'avenir du continent ne se joue pas seulement dans ses infrastructures, il se joue dans la manière dont ces villes donnent simplement envie d'y vivre. Alors pour passer d'une ville à l'autre, pour voyager, le e-visa va-t-il devenir la norme ?
Oui, Rachid, et si les files interminables devant les consulats, les rendez-vous impossibles à décrocher et les démarches papier appartenaient bientôt au passé, la digitalisation des visas est une tendance qui s'accélère et au Canada, c'est une petite révolution. Comme le rapporte H24 Info, le Maroc est le premier pays au monde choisi pour tester le nouveau système de visa numérique canadien. Cette phase pilote cible pour l'instant un groupe restreint de Marocains déjà titulaires d'un visa canadien. L'objectif est d'observer les usages, mesurer les obstacles techniques et affiner un modèle qui pourrait devenir la norme internationale. Mais surtout un signal fort, le Canada qui place le Maroc au centre de sa transition numérique migratoire. Et cette digitalisation n'est pas isolée au Gabon. Gabon Media Time explique que le pays s'apprête à franchir une nouvelle étape, un e-visa 100% digital, d'ici décembre 2025, donc ce mois-ci. Après un premier test réussi cet été, le paiement électronique va désormais s'intégrer directement à la demande en ligne. Résultat, moins de files d'attente à l'aéroport, des transactions en espèces qui font partie du passé, un contrôle facilité et aussi une procédure alignée sur les standards internationaux. Car les e-visas, c'est aussi un geste politique, moderniser l'administration, renforcer la souveraineté technologique et rendre bien évidemment le pays plus attractif. Et la digitalisation touche aussi les visas professionnels. Tekabal rappelle que le Rwanda adapte désormais ses procédures pour les digital nomades, ces travailleurs qui exercent leur activité à distance depuis n'importe quel pays. Et pour répondre à cette demande, le pays déploie progressivement des visas adaptés aux travailleurs à distance, plus simples, plus rapides et plus alignés, toujours aux standards numériques. Le visa n'est plus seulement une autorisation d'entrée, il devient un outil pour attirer des talents, encourager l'innovation et soutenir un système entrepreneurial en essor. Et si finalement la question n'était plus comment obtenir un visa, mais quand le visa cessera totalement d'être un document physique pour des visas qui s'allègent, à l'image de ce monde qui est devenu un petit village interconnecté. C'est peu de le dire. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 décembre 2025. Quel autre 2 décembre avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors, comme vous l'avez dit, on est le 2 décembre. Et le 2 décembre, c'est la journée internationale de l'abolition de l'esclavage, une date qui devrait appartenir au passé. Et pourtant, 7 décennies après la Convention des Nations Unies qui condamnait la traite des êtres humains, adoptée le 2 décembre 1949, l'esclavage moderne n'a jamais autant prospéré. Selon les dernières estimations de l'Organisation internationale du travail, 50 millions de personnes vivaient sous une forme d'esclavage moderne en 2021, soit 10 millions de plus qu'il y a 5 ans. L'esclavage ne ressemble plus aux chaînes d'hier, il se cache dans un travail forcé, dans un mariage imposé, dans une servitude pour des dettes, dans des situations où dire non devient impossible. Et derrière cette réalité humaine, il y a une économie criminelle. 236 milliards de dollars de profits par an générés par le travail forcé, un argent volé à la dignité, aux familles, aux États, un argent qui nourrit les réseaux mafieux, la corruption et affaiblit les lois. Le 2 décembre, un jour pour nous avertir que l'esclavage n'a pas disparu, il a changé de forme et le progrès souvent masqué. Alors cette journée n'est pas une commémoration, c'est un rappel que certaines batailles que l'on croyait gagner doivent encore être menées. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna, pour cette revue de presse très très complète.